Recording in progress. Je suis bien que ça soit possible. Merci Edwige. Du coup, bonjour tout le monde. Bienvenue du coup sur cette dernière formation du week-end pour commencer la LCOI qui débutera en présentiel le week-end prochain. Donc là, cette formation, comme vous l'avez vu, c'est une introduction aux négociations internationales sur la biodiversité. Donc ça n'a pas vocation à rentrer trop dans le détail, mais ça a pour vocation de vous faire un panorama un petit peu sur les aspects les plus importants de la Convention sur la diversité biologique, sur le contexte de la COP, enfin de la COP 15 et du coup de la COP 16 qui arrive, et de vous donner les principaux termes qu'il y a à connaître sur ces COP-là. Voilà. Du coup, je vais passer, enfin, je vous présente du coup le pôle biodiversité au sein des JAC. Donc, il y a Edwige qui est présente, moi-même, donc en tant que JD biodiversité, et Tim en tant que co-référent avec Edwige au sein des JAC sur tout ce qui est enjeux internationaux de la biodiversité. Donc, je vous laisse prendre les contacts si vous en avez besoin, et n'hésitez pas tout le long de la LCOI de prendre les contacts que vous souhaitez par rapport au sujet qui vous intéresse. Edwige, je te passe ta main. Du coup, rapidement, donc là, c'est en fait deux structures qui sont représentées donc par la présence d'Ophélie, qui est à la fois donc les jeunes ambassadeurs pour le climat. Donc c'est une association qui a été créée en 2018, qui s'est structurée directement autour du programme Jeunes délégués, à l'origine Jeunes délégués pour le climat. Et aujourd'hui, du coup, le programme Jeunes délégués pour la biodiversité qui a été lancé une première fois en 2021. L'objectif, c'est que toutes ces connaissances incroyables qu'ont les JT par leur participation au COP soient diffusées à un plus grand nombre de jeunes possible en France, et aussi par des actions qui vont plus vers du plaidoyer. Donc des formations dans les établissements scolaires, dans tout un tas de structures, et aussi la possibilité de s'exprimer, notamment avec la LCOI qui est à la fois une formation et du plaidoyer. Et ensuite, donc ça c'est l'association Jeunes Ambassadeurs pour le climat, et l'association, la structure Given. Je veux bien la slide, s'il te plaît. Oui, pardon. Ah non, les valeurs, très important, pardon. J'allais oublier les valeurs. Du coup, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une formation par les pairs, parce que ce soit par nos formations, par nos expériences, on a plein de choses à s'apprendre les uns les autres. On lit plein de ressources, par exemple des sources scientifiques comme celle de l'IPBES. Dans le cas de la biodiversité, on va en parler un tout petit peu plus à la fin, de l'IPBES ou du GIEC pour le climat. C'est une association française, mais on a des personnes de tout un tas de pays, notamment de pays francophones qui viennent, qui participent aux formations. Et on est partisans, c'est très important, mais on s'exprime sur des sujets politiques. Donc voilà, c'est un point assez important. Et enfin, Gibbon. Merci beaucoup. Du coup, Gibbon, c'est le Global Youth Biodiversity Network. Ophélie va vous en parler un petit peu plus du rôle de la société civile dans les COP, que ce soit biodiv ou climat. Et du coup, c'est la structure qui a pour but de rassembler euh, les jeunes du monde entier sur les questions des COP pour vraiment pouvoir porter une voix cohérente et globale. Et il y a des chapitres des chapitres régionaux, donc par continent, des chapitres nationaux, des chapitres aussi, il y a un chapitre francophone, par exemple, en tout cas un groupe de travail francophone. Et dans le cadre de Gibbon France, c'est un chapitre relativement récent qui a été créé en 2023 par l'association de Les Roudeurs, qui est une association naturaliste qui fait plus du terrain, donc Jack, dont on a déjà parlé, Écologie universelle, et les jeunes ambassadeurs pour l'environnement. Et Climate. Ouh là là, on a oublié Climate. Et donc Gibbon Monde, c'est les voix officielles pour l'ONU dans le cadre de la CVD. Et les objectifs, c'est mobiliser les jeunes pour la protection du vivant et porter leur voix aux instances de décision locales, nationales, internationales. Et n'hésitez pas si vous voulez rejoindre Gibbon France, on a besoin, comme pour Jack, d'énergie, bienvenue. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Edwige.
Du coup, je vais commencer par un petit sommaire sur l'organisation de cette formation. En premier, on va passer rapidement sur les enjeux de la biodiversité et sur des définitions, en fait, de ce que signifie la diversité biologique, notamment. Après, on verra justement ce que les rapports disent sur l'effondrement de cette biodiversité et sur les enjeux qui y sont associés. Ensuite, on verra ce que sont les COP de la Biodiv avant de faire un zoom donc, sur la COP 15 pour en parler de ses conclusions et donc du coup des enjeux qui se posent sur la COP 16, qui est vraiment une COP qui se définit par le fait de suivre la COP 15. On verra pourquoi. Donc pour commencer, donc sur cette première partie, comme je vous ai dit, on va passer par des définitions. On va revenir sur le terme d'interaction qui est très important dans le terme de diversité biologique et des enjeux de pourquoi en fait protéger la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? Là, on vous a mis, donc il y a plein de définitions qui existent, mais qui en fait reviennent sur la même chose. Donc c'est une contraction de diversité biologique. Donc tout ce qui est, enfin vraiment pour avoir un terme qui regroupe tous les types d'êtres vivants qu'on peut avoir dans la biosphère. Mais c'est pas qu'une accumulation d'espèces, comme il s'est écrit, c'est aussi une interaction entre eux et une interaction entre les espèces dans leur milieu et entre les milieux, entre les écosystèmes. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme un tout très complexe et un équilibre très, très complexe. Le deuxième point, il insiste sur le concept de variabilité, qui est aussi très important quand on veut comprendre le concept de diversité biologique, dans le sens où il implique le fait qu'il y a plusieurs niveaux d'organisation biologique, comme on l'a souligné ici, avec justement la diversité génétique, les écosystèmes, les comportements, etc. Je veux juste faire un petit point sur le fait que, par exemple, la diversité génétique est un point très discuté au COP et qui sous-tend de nombreux enjeux. Et on le verra plus tard quand on passera sur les enjeux de la COP 16. Mais la propriété en fait, génétique et le partage de ces données est un enjeu très, très, très important au niveau international. Là, je vous avais mis les deux définitions en fait, qui avaient été données dans la Convention de la diversité biologique à Rio en 92. Donc, à la fois donc, sur diversité biologique et sur écosystème, qui est un terme très important, il me semble aussi, parce qu'il revient très très souvent, notamment ceux qui connaissent, on parle beaucoup de services écosystémiques. Donc, je trouve que c'est très important de comprendre que l'écosystème, enfin voilà, est une unité fonctionnelle s'il y a un mot à retenir et qu'il représente justement ce complexe dynamique, ces variabilités qu'on vient de voir, cet ensemble d'espèces et ces interactions entre espèces sur une unité fonctionnelle, une unité qu'on pourrait séparer. Ensuite, donc un aspect très important sur lequel on voulait insister, c'est le fait que quand on parle de biodiversité, on parle de systèmes qui fonctionnent en réseau. Au-delà donc, des 3 niveaux de lecture qui avaient été mentionnés, donc avec notamment les gènes, les espèces et les écosystèmes, il s'agit aussi donc d'interactions entre ces différentes strates et ces différents leviers, volets, pardon. Et donc du coup, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces interactions, elles assurent un équilibre des écosystèmes et leur régulation. Et si on veut même aller plus loin, ça sert aussi pour comprendre la résilience qui est associée aux écosystèmes. C'est-à-dire que ces équilibres, déjà, ils sont mouvants, ils sont fragiles, et leur complexité les rend à la fois autant fragiles que résilients. Et c'est vraiment une double réalité qu'il y a à comprendre pour comprendre justement ces négociations-là. Donc notamment, je voulais insister dessus parce que je trouve que c'est un bon exemple pour le comprendre, la notion d'espèce parapluie. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est pour ces espèces-là. Donc je crois on utilise aussi des fois le terme de espèce clé de voûte. Ça signifie une espèce qui est très importante pour un milieu et qui régit l'équilibre d'un écosystème.
Et là, je vous ai mis sur le côté un exemple donc d'une étude scientifique qui date de 2024, où justement le concept d'espèce parapluie a été utilisé pour analyser donc l'état des mammifères, enfin de la biodiversité des mammifères dans les forêts tropicales. Donc c'est une notion très importante parce que après politiquement et au niveau des projets, ça peut impacter beaucoup de choses. C'est-à-dire que si un projet donne l'objectif se donne l'objectif de protéger une espèce qui est dite parapluie, il va pouvoir appuyer plein d'arguments pour faire financer son projet en fait, parce que ça va protéger les autres espèces en dessous de lui, si je peux le dire comme ça, et justement l'écosystème que lui et ces espèces-là constituent par leur interaction, par leur comportement, etc. Donc, si vous voulez des exemples, en espèces parapluies, on a le hérisson, la loutre, le tigre, le panda géant, le cachalot, la girafe ou l'hirondelle. Et en espèces un petit peu plus débattues, enfin débattues pas en tant qu'espèce parapluie, mais en tant qu'enjeu politique, il y a le loup, qui est donc une espèce parapluie. Et donc, les défenseurs du loup peuvent aussi s'appuyer sur cette notion-là pour défendre sa présence sur des territoires. Ensuite, donc pourquoi protéger la biodiversité? Alors on pourrait rester toute la soirée à parler de toutes les raisons qu'il pourrait y avoir, mais donc pour vous le résumer, ce qui est important ce qui est important à retenir, c'est que la biodiversité a une valeur en soi, donc pour elle-même, donc ce qu'on appelle valeur intrinsèque. Par exemple, on peut penser aux espèces endémiques, ça c'est un autre terme qui peut être important, qui signifie qu'il y a une espèce qui n'habite que dans un seul milieu, à un seul endroit sur Terre. Et donc du coup, on peut comprendre assez aisément, si on est un peu proche de la nature, l'importance de protéger une espèce et pour ne pas qu'elle disparaisse, dans le sens où justement la destruction de cet écosystème-là amènerait à la disparition de cette espèce et qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. Donc ça, c'est une vision vraiment de biodiversité sans penser à ses avantages pour l'homme. Et du coup, il y a une deuxième vision et un deuxième facteur de pourquoi la protéger, c'est la valeur donc qu'elle a pour nous. Donc là, c'est plutôt une valeur utilitariste comme on l'a écrit et anthropocentrée, mais qui a donné les arguments les plus importants pour justement les négociations. On s'appuie sur notamment les services écosystémiques sur lesquels je vais revenir juste après. Mais du coup, sur tous les arguments qui peuvent montrer en quoi telle destruction de biodiversité, donc que ce soit d'espèces, de milieux, de sols, de, de tout ce qui est, même de ressources génétiques et de disparition de l'enrichissement génétique, tout ce qui va être en lien avec la biodiversité, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'homme, sur notre confort, sur notre économie, etc. Et ces arguments-là vont bien sûr être ceux qui vont le plus marcher auprès d'une multiplicité d'acteurs, comme les acteurs politiques ou des entreprises. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter ou à les mettre dans le chat. Ensuite, donc je voulais qu'on revienne sur justement les rapports qui ont traité de l'effondrement de la biodiversité et qui l'ont évalué. Donc en revenant donc sur les principaux facteurs de la perte de la biodiversité et ensuite justement des conséquences en fait et des différentes manières qu'on a d'attester cet effondrement de la biodiversité. Donc les principaux facteurs, excusez-moi pour ces schémas qui ne sont pas forcément très beaux à première vue, mais ils datent d'un article assez récent, il me semble, entre 2022 et 2024. Mais ils permettent à la fois donc de voir les 5 facteurs qui sont justement donc l'N-C use change, c'est la destruction et l'artificialisation des milieux naturels. Ensuite, la surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal. Le changement climatique, les pollutions des océans, des eaux douces, du sol et de l'air, et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est vraiment les 5 facteurs de destruction de la biodiversité.
Et ces schémas-là nous permettent de comprendre qu'il y en a des plus importants. Donc là, je vous l'ai dit dans l'ordre d'importance, enfin d'importance en tout cas sur l'impact qu'ils ont sur l'effondrement de la biodiversité. Mais on voit qu'ils ont aussi des effets amplifiants entre eux. Donc là, on voit que par exemple, l'artificialisation des sols va pouvoir augmenter l'impact et l'importance du facteur du changement climatique ou des espèces invasives, par exemple. Et donc, le fait de voir que ça entretient des liens, c'est quelque chose de très important à comprendre et notamment qui est bien sûr lié à la complexité du terme de biodiversité qu'on vient de voir. À côté, il y a aussi un schéma qui montre que l'importance de ces facteurs-là ne sont aussi pas les mêmes en fonction des types d'écosystèmes et de biomes, donc entre les milieux terrestres, les milieux marins et les milieux d'eau douce. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour vous présenter cette réalité-là, sachant que dans l'article, et si vous le souhaitez, je vous l'enverrai, il y a aussi une répartition par continent, parce qu'on ne va pas avoir la même importance de chaque facteur et les facteurs ne vont pas avoir les mêmes impacts selon les continents, donc selon Europe, Asie, Afrique, Amérique latine ou Océanie. Pour juste développer rapidement et pour un peu comprendre ce qu'il y a derrière ces facteurs, donc derrière justement cette artificialisation des milieux naturels, on va penser à l'intensification et à l'extension des surfaces agricoles qui vont conduire par exemple au déboisement de vastes surfaces forestières. Derrière la surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal, enfin, même si c'est clair comme ça, on va voir tout ce qui est surpêche, déforestation, braconnage. Et en gros, ça va être toutes les situations où on utilise de façon excessive les ressources naturelles, que ce soit l'eau, le bois, l'énergie, les produits agricoles. Le changement climatique global, bon, ça je pense que c'est le plus clair. Là, ça va être effectivement le fait que l'aire de répartition des espèces, par exemple animales et végétales, vont être modifiées parce qu'elles vont se déplacer à cause du changement climatique, que ça va impacter certains cycles végétatifs qui vont s'accélérer et bien sûr, ça peut dérégler la qualité des sols, etc. Les pollutions, ben là, donc comme j'ai dit, c'est tout type de pollution, que ce soit des océans, des eaux douces, des sols, et de l'air. Donc, tout ce qui est causé, soit par des substances dangereuses, donc les pesticides, les métaux lourds et cetera, ou, des pollutions émergentes comme, émergentes comme des résidus, médicamenteux, des nanoparticules, la pollution par des macrodéchets, par le microplastique, la pollution sonore ou lumineuse. Tout ça, ça va être considéré dans ce facteur-là et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ça c'est, un facteur aussi très important, qui est parfois oublié, mais qui a des impacts, vraiment délétères, sur certains écosystèmes, notamment avec des espèces, végétales ou animales qui vont être enfin surtout végétales, qui vont être beaucoup plus, fragiles à un changement, d'écosystème et qui, vont être beaucoup plus, à même de disparaître s'il y a une espèce, du coup invasive, qui prend, tout l'espace. Et ça pour le coup en Europe, c'est un très, très, très gros problème. Hem, voilà, j'espère que ça aurait été clair sur ça. Donc ensuite, quelles sont, enfin, un peu plus les conséquences et qu'est-ce qu'on a constaté donc dans les principaux, rapports de ces dernières années? Hem, donc là, je vous ai dit les principaux rapports pour s'informer, je vous ai pas mis le nom des rapports, mais grosso modo, si vous voulez aller vous informer, allez voir les rapports de l'IPBES, de l'UICN et du WWF, enfin du WWF. Donc c'est en mai 2019 que l'IPBES a publié son premier rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui était fondé sur 15 000 références scientifiques. Et il a aussi publié 2 autres rapports en juillet 2022 sur la surexploitation d'espèces sauvages et sur les valeurs et l'évaluation de la nature, qui ont notamment alimenté les réflexions pour la COP 15. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais l'IPBES est la grande référence pour justement les données sur lesquelles se basent les COP. Mais du coup, c'est très récent parce que ça a été créé qu'en 2012. Donc là, dans l'accord de la COP 15 notamment, ça se base sur, l'évaluation mondiale de l'IPBES et dans le préambule, si vous voulez, de
de la COP15 et de la CBD, de l'accord de Kunming-Montréal. Ils ont souligné le fait qu'il y avait près de 25% des espèces des différents groupes d'animaux et de plantes qui étaient menacées, en tout cas dans les espèces et les plantes évaluées, soit 1 million d'espèces qui risquent de disparaître. Et le fait que la biosphère, dont dépendait l'humanité dans son ensemble, subissait des modifications d'une ampleur inégalée à toutes les échelles. Donc ça, c'est 2 points qui sont soulevés dès le préambule et qui sont très importants à retenir. Et là, donc, on vous a mis un petit peu deux chiffres fondamentaux, donc tirés des rapports du WWF, pour avoir un peu une idée de l'ampleur de la catastrophe, en tout cas pour la biodiversité. Ensuite, je voulais revenir sur les limites planétaires. Ça, c'est une autre lecture des conséquences. Donc, bien sûr, les conséquences sur la biodiversité peuvent s'évaluer de plein de manières différentes, et ça, c'est une manière de l'évaluer. Donc ça, c'est un schéma qui vient du ministère, enfin, du Conseil général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Mais il me semble que c'est des données mondiales. Donc là, on a dépassé notamment les limites liées à la pollution et à l'utilisation de l'eau très récemment, dans les 2 dernières années, alors que les autres étaient déjà dépassés depuis quelques années déjà. Et bien sûr, il y a quelques limites qui ne sont pas encore dépassées, mais bien sûr, elles se réduisent. Donc voilà, c'est aussi une manière un peu plus simple de comprendre comment on peut évaluer cet ensemble immense qu'est la biodiversité, et le fait que c'est lié à des limites planétaires et à un cycle planétaire pour un cycle de l'eau, etc., pour que la planète puisse se régénérer. Et ces notions de cycle sont bien sûr très importantes à comprendre quand on parle de cycle aussi humain. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la date du dépassement, je crois, qui a été mis en place par WWF, qui est lié directement à ces concepts-là. Donc là, je vous ai aussi mis un schéma qui est très connu. Donc là, on est sur des sources de l'UICN et qui donc fait état de manière très régulière donc de la disparition des espèces. J'insiste quand même qu'ils ont aussi une green list. Donc on connaît beaucoup la red list, donc la liste rouge des espèces menacées. Mais ils ont donc aussi cette green list qui parle des espèces donc, qui reviennent, ou en tout cas qui ne sont plus menacées, parce que grâce aux efforts de conservation, il y en a quand même. Et que depuis quelques années, ils ont aussi dupliqué ces listes rouges et vertes aux écosystèmes. Donc, il existe aussi une liste rouge et verte de l'état des écosystèmes. Ils ont des sites très, très bien faits. Si vous êtes curieux, je vous amène à... Enfin, je vous conseille d'aller voir et de regarder. C'est assez intéressant. Donc, après... Oh, pardon. Après, donc, on a justement avec elle les services rendus par la nature à l'homme. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que sur la gauche, on a plusieurs contributions de la nature à l'homme. Donc, bien sûr, ça a été classifié, c'est pas exhaustif, mais ça a le mérite de se rendre compte de différentes grandes parties et grands facteurs. Donc, ces services écosystémiques, ils sont très importants car ils permettent de faire le lien entre justement nous et la nature, les cycles naturels, et de mieux mettre en avant chaque aspect de la contribution d'un écosystème et de la contribution d'un type d'espèce ou de nature à nos activités. Et surtout, il sert à argumenter donc des actions portées dans des projets de terrain. Si un projet met en avant le fait qu'il va contribuer à améliorer des services écosystémiques, il a beaucoup plus de chances de recevoir des financements, parce que sa portée sera vue plus pérenne et avec un impact plus important. Donc, il faut aussi toujours réfléchir à ça. C'est-à-dire que les négociations internationales, elles sont là pour donner des objectifs politiques qui vont être après amenés au niveau national, mais aussi pour tous les projets en fait qui sont conduits au niveau mondial. Et le fonds qui est associé à la COP est lié justement à ce financement de projets. Donc
toutes ces notions permettent aussi de donner des arguments quand il y a des propositions de projets. Et notamment les services écosystémiques qui sont aussi très souvent liés à un autre terme qui est important, que vous connaissez sûrement, qui sont les solutions fondées sur la nature, où justement là on va avoir des solutions qui sont censées améliorer le système, enfin l'environnement social de la communauté que ça concerne, et en même temps d'utiliser des outils qui proviendraient de la nature et pas de l'homme. Donc là, on est aussi dans l'utilisation de ces services écosystémiques. Et n'hésitez pas à revenir à la fin si je n'ai pas été claire là-dessus. Donc, comme vous l'avez vu, donc ensuite, qu'ont fait les politiques pour en arriver au COP. Donc on a une première sous-partie sur justement la Convention sur la diversité biologique dans son ensemble, et du coup comment elle est née à Rio en 92, les enjeux qu'elle soulève, et ensuite un focus sur les COP biodiversité, qui sont un des aspects de la Convention sur la diversité biologique. Donc là, vous avez une petite chronologie, donc vous pouvez la prendre en capture d'écran si ça vous intéresse. Je ne vais pas revenir sur tout, elle permettait de revenir sur justement le sommet de Rio en 92, où la Convention sur la diversité biologique a été créée, en parallèle des deux autres conventions du sommet de Rio, donc la plus connue, celle sur le climat, enfin sur le changement climatique, et celle pour combattre la désertification, qui est encore moins connue que la biodiversité. Mais ce sont trois conventions cadres. Donc là, la Convention sur la diversité biologique a été signée par 196 parties, donc États parties. Donc une partie est un État qui a ratifié la Convention. Et cette chronologie, enfin, je vous invite surtout à regarder le fait qu'on a eu les accords d'Aichi, donc sur la décennie 2011-2020, et les accords de Kunming-Montréal en 2022 pour se situer. Et là, on arrive en 2024, juste après cette signature d'accord, pour justement discuter des détails qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu le temps d'être terminés pendant la COP de 2022. Enfin, juste sur cette chronologie, ça nous permet de voir les deux protocoles qui sont liés à la Convention sur la diversité biologique, qui sont le protocole de Carthagène et de Nagoya, donc en 2000 et en 2014, sur lesquels je vais revenir plus en amont juste après. Donc, pour revenir un peu sur la CBD ou CDB, ça dépend si vous êtes en anglais ou en français. Donc, c'est une convention cadre, donc le terme en anglais c'est Framework Convention. Ça signifie qu'elles sont légalement contraignantes selon le droit international et qu'elles placent la responsabilité d'action au niveau national. Ça, c'est très important à retenir, et bien sûr, on reviendra dessus quand on parlera des détails de la COP 15. Donc, elles établissent des grandes lignes directrices et des grands principes sur leur sujet propre. Donc, la Convention sur la diversité biologique, forcément, c'est sur la biodiversité. Le climat, ça va être sur le climat, et la désertification sur la désertification. En fait, ces grandes lignes vont donner des accords cadres. Donc là, comme on l'a vu, les accords d'Aichi, par exemple, et l'accord de Kunming-Montréal. Ces derniers appellent donc les parties à agir en fonction d'objectifs et cibles plus précises et adaptées. Donc là, c'est typiquement le cadre qui a été décidé en 2022. Les COP, juste pour faire une petite aparté, les COP désertification et biodiversité ont lieu tous les 2 ans, comme vous le savez peut-être, et les COP climat ont lieu tous les ans, d'où la différence de numéro aussi de COP. Là, donc ce schéma, il vous permettait de voir justement tout un peu le fait que la Convention sur la diversité biologique ne se résumait pas à la COP, que c'était un moment très important. C'était l'organe principal, mais qu'elle était organisée et qu'elle se mouvait avec d'autres organes. Typiquement, donc elle est en charge, si on peut dire, de la Convention de Ramsar sur les zones humides, alors que les deux autres conventions sont en charge de d'autres accords.
Et donc, on verra après, mais il y a aussi le secrétariat qui est d'ailleurs basé à Montréal et d'autres organes un peu subsidiaires qu'on verra aussi par la suite. Mais c'est aussi pour comprendre qu'à chaque organe et à chaque groupe correspond des réunions et des moments importants entre les COP, ce qui, enfin, pour que justement il y ait de quoi négocier au COP et tout ne se fait pas au moment des COP. En fait, quand on arrive au COP, tout a été discuté en amont lors de toutes ces réunions de groupes un peu moins connus et médiatisés. Voilà, alors justement pour revenir un petit peu plus sur les protocoles donc de Carthagène et de Nagoya. Donc le protocole de Carthagène, c'est sur la prévention des risques biotechnologiques. Donc là, ça vise à garantir, comme c'est écrit, la sécurité de la manipulation, du transport et de l'utilisation des organismes vivants modifiés. Typiquement, dans leur groupe de travail, ils peuvent avoir des débats sur tout ce qui est OGM, pas OGM, etc. Donc ça, c'est le plus ancien. Il a été entré en vigueur en 2003. Et ensuite, le protocole de Nagoya, qui a été adopté à la COP 10, en octobre 2010, et qui est sur l'accès aux ressources génétiques. Donc, ce que je vous disais un petit peu avant sur l'importance des aspects génétiques dans les COP, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Donc là, c'est un long titre, mais qui permet de comprendre à quel enjeu on a affaire. Il s'agit justement de s'assurer que ces ressources vont être partagées équitablement, qu'elles vont être utilisées par les pays qui sont propriétaires de ces ressources-là, ce qui est loin d'être toujours le cas, et qui revêt des enjeux précis très importants sur cette dernière COP. Ensuite, donc justement, pour aller un peu plus dans le détail de ce mécanisme qui est lié au protocole de Nagoya. Donc là, on parle d'ABS parce qu'en anglais, c'est Access and Benefit Sharing. Et donc, ça découle donc de l'utilisation de ces ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. La CBD de 92, elle reconnaît la souveraineté des États sur les ressources naturelles, y compris sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles qui y sont associées. Mais c'est quelque chose qui est encore débattu et qui a beaucoup de mal à se mettre en place, qui a beaucoup de mal d'avoir des mécanismes très pertinents et efficaces qui permettent d'avoir un protocole qui est mis en œuvre correctement. Donc, le protocole, il repose donc sur 3 volets, à la fois sur l'accès à ces ressources génétiques, sur le partage des avantages qu'elles permettent et sur leur conformité. Donc, par conformité, on comprend le fait que les États parties doivent adopter des mesures pour s'assurer que l'accès aux ressources et les connaissances sont conformes aux réglementations internes d'accès et de partage des pays fournisseurs. Donc là, je suis désolée, c'est un petit peu complexe, mais c'est justement un des aspects qui est le plus compliqué à mettre en place parce qu'en fait, les pays fournisseurs et les pays qui vont en face vont avoir beaucoup de mal à s'adapter et avoir des procédures très très conformes justement à ce protocole. Donc, pour revenir un peu plus en détail sur les COP de biodiversité, donc c'est Conference of Parties, d'où le nom de COP en anglais. Donc elles sont lancées en 92 en même temps que l'adoption donc de la Convention sur la diversité biologique. Et le principe, c'est donc une réunion une fois tous les 2 ans pour négocier le texte et ses protocoles, donc 2 protocoles qu'on vient de voir, et de concevoir et de mettre en œuvre les évolutions de la convention, l'évolution de la mise en œuvre des objectifs et des grands principes que la convention prône et qui ont été adoptés en 92. Et donc là, on est actuellement à la 16e COP en 2024. Donc là, c'était justement pour détailler un petit peu ce dont j'avais commencé à parler tout à l'heure. Donc les COP, donc effectivement, c'est le moment de la COP, c'est le secrétariat donc qui règle un peu tous les aspects administratifs. C'est les SAPSTA. Donc ça, donc en fait, il y a 2 organes qu'on appelle subsidiaires, donc un peu secondaires à la COP, qui sont le SAPSTA et les SBI.
Donc les SAPSTA, ils vont surtout être chargés de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. Ils font des rapports réguliers sur le travail ébauché au COP, par exemple. C'est un organe qui est multidisciplinaire et ouvert à la partition de tous les États parties à la CBD. Donc ça inclut concrètement des représentants d'États qui sont compétents dans le domaine d'expertise sur lequel leur avis est requis. Et dans la CBD, la France s'exprime toujours au nom de l'UE, mais pas au SAPSTA. Par exemple, à la COP16, la Hongrie rendra... non, pardon, c'était un autre truc, mais justement pas au SAPSTA, où il peut y avoir des avis un petit peu plus nationaux. Donc, les SAPTA ont lieu 2 fois entre 2 COP, donc en fait, 1 fois par an. Et traditionnellement, c'est à Montréal parce que le secrétariat est à Montréal, mais récemment, il y en a eu quelques-uns à Nairobi, au Kenya, notamment parce qu'il y a le siège du Programme des Nations unies pour l'environnement. La dernière a eu lieu fin avril 2024. Et c'est vraiment pendant ces moments-là que sont préparés les textes qui vont être négociés à la COP. Les SAPTA sont aussi en charge de traiter les questions que la COP pourrait lui faire parvenir, notamment s'il y a des points qui n'arrivent pas à être négociés en COP ou pour lesquels les organes les représentants de la COP ont des questions, ils peuvent les faire parvenir au SAPTA. Elle peut faire des recommandations et elle en fait juste avant les COP sur des aspects justement techniques et scientifiques. Et la tendance récente, c'est que les SAPSTA deviendraient un peu politiques, alors que normalement, justement, le moment politique, c'était les COP, et les SAPSTA, c'était plus le moment scientifique et technique, mais elles le deviendraient de plus en plus, elles deviendraient plus médiatisées, etc., avec plus d'acteurs qui s'y intéressent. Et pour information, en France, c'est le Muséum d'histoire naturelle et la FRB qui se divisent le travail associé au SAPSTA pour l'échelle française, avec quelques membres de la délégation, bien sûr. L'IPBES, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait donc le rapport sur l'évaluation de l'état de la biodiversité, c'est un organe qui a été créé en 2012, alors que les SAPSTA ont été lancés dès 92 avec la Convention. Et c'est une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique. Donc, au terme, on pourrait se dire quelle est la différence avec les SAPSTA, mais en fait, elle est venue combler un vide sur justement le besoin de venir d'avoir un GIEC de la biodiversité, en fait. Des fois, l'IBES est aussi appelé comme ça, d'avoir un organe qui va vraiment être en charge d'évaluer et de suivre les données sur la biodiversité. Donc qui est beaucoup moins politique en tout cas. Le SBI, donc le Subsidiary Body on Implementation, il est aussi assez récent. On a eu le 4e fin mai 2024 et le 5e aura lieu juste avant la COP, du 16 au 18 octobre. Et en fait, ça, c'est un organe qui a été créé aussi récemment pour venir combler un vide sur la mise en œuvre. Donc, c'est un organe qui est dédié à la mise en œuvre juridique et politique des accords cadres qui sont discutés, donc en termes de plans, stratégies et de rapports nationaux. Donc, voilà, et donc forcément, c'est un organe qui est pareil, un petit peu moins investi par la société civile, mais ça a tendance à changer parce que justement, si des éléments du SBI sont mal calibrés, ça fait pencher justement tous les objectifs qui ont été décidés et adoptés pendant les COP. Et donc, les aspects de mise en œuvre, s'ils représentent un enjeu majeur pendant la COP16, représentent aussi un enjeu qui est de plus en plus médiatisé parce qu'on rentre en fait dans une ère de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de données, beaucoup d'objectifs et on commence à se rendre compte que là où on a besoin de développer des outils, de développer du savoir et de développer des financements, c'est sur ces aspects de mise en œuvre et de suivi. Et ensuite, le dernier groupe qu'on peut nommer, c'est le E2WG. Donc là, c'est vraiment un groupe de travail ad hoc qui est composé des États parties à la COP et voilà, qui est chargé de négocier le cadre post-IKI, enfin qui a été négocié à la COP 15 et qui est un working group à part.
Ensuite, donc là, c'est pour donc là, peut-être que ça va encore plus vous intéresser. Donc les acteurs et actrices de la COP. Alors là, c'est juste pour vous présenter un petit peu tous les acteurs au niveau officiel, donc du pilotage des négociations en interne au niveau de l'UE. Parce que du coup, enfin, tous les pays européens ne prennent la parole qu'au nom de l'Union européenne et pas en leur nom propre pendant les COP. Donc il y aura à la fois la présidence du Conseil, la Commission européenne, qui commence d'ailleurs, enfin, à l'intérieur de la commission, il y a la DG Environnement, et qui commence vraiment à développer une expertise en interne et à avoir un poids aussi sur justement le plaidoyer que va pouvoir porter l'Union européenne et les priorités dans les négociations. Ce qui n'était pas le cas avant, et ça, c'est une tendance assez récente. Bien sûr, les conclusions du Conseil et les avis du Parlement et les États membres, évidemment. En interne, en France, il va y avoir la négociatrice en chef, l'équipe de coordination, lead authors et les contributeurs. Et globalement, ça va être les bureaux donc, au sein du ministère des Affaires étrangères et de la transition écologique et celui de la transition écologique, où en fait on a 2 bureaux miroirs sur les enjeux de climat et de biodiversité qui vont constituer ce qu'on appelle la délégation française pour la biodiversité. Donc ensuite, on a les observateurs et les observatrices dont la société civile. Donc on va avoir les organisations des peuples autochtones. Pour la COP 16, il y a un working group qui s'appelle Article 8J, parce qu'en fait l'article 8J correspond justement aux enjeux des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Et du coup, il y a carrément un groupe qui s'appelle Article 8J auquel on peut faire référence en 8J. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là et il va être très important, je pense, à la COP 16 parce que c'est une des priorités de la Colombie de mettre l'accent sur justement le droit des peuples autochtones. On va avoir justement les organisations intergouvernementales comme l'UICN. On va avoir donc tout ce qui est Nations Unies et toutes les organisations qui l'accompagnent, tout ce qui est ONG et organisations de la société civile, tout ce qui est aussi juste association, les corps d'évaluation scientifique et technique, l'industrie et le secteur privé, les jeunes, les universités, sachant que on a différentes classifications qui existent, qu'on peut aussi retrouver dans d'autres classifications, les femmes, bien sûr, les syndicats, les groupes agricoles, enfin voilà, ce type de groupe-là. Pour la COP 16 en particulier et pour la COP biodiversité, on peut notamment nommer l'ONG Avaz, donc AV2AZ, qui est très mobilisée à la COP et qui a notamment amené les États à faire attention sur l'objectif des 30% de restauration, qu'on va voir juste après, sur des sujets de mise sous cloche. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces termes-là, mais il y a ce débat un petit peu historique sur la biodiversité, du fait que ce n'est pas forcément bénéfique de mettre la biodiversité sous cloche et de juste interdire toute interaction humaine sur un territoire parce que justement ça fait après des problèmes de concertation avec les communautés locales et avec les peuples autochtones. Donc eux, ils ont surtout appelé à faire attention à ça justement dans la manière dont étaient rédigés les objectifs de 30% de conservation et de protection des aires marines et terrestres pour que justement il n'y ait pas ce type de problème. Ensuite, un truc intéressant à noter pour la COP biodiversité, notamment parce que c'est différent des COP climat, c'est qu'il y a quelques entreprises qui sont présentes. Et ce qui est intéressant au niveau des COP biodiv, c'est que c'est plutôt les championnes justement de la biodiversité et que c'est pas enfin, ce qui représente du coup peu d'entreprises, mais elles sont vraiment volontaires en fait et demandeuses de cadres justement qui leur permettraient d'être plus respectueuses de la biodiversité. Donc elles sont moins dans une approche d'essayer d'amener les objectifs à la baisse, mais vraiment de demander, bon bah là en fait nous on veut bien faire quelque chose, mais on a besoin de cadres très clairs et de processus clairs.
Donc ça reste encore marginal, elles sont assez désorganisées pour l'instant, mais on peut dire que voilà, on pourrait le prendre comme un signal assez, à suivre et en tout cas assez intéressant à souligner. Les autres acteurs importants pour l'éco-biodiversité vont être évidemment les jeunes, les femmes les mouvements religieux. On n'y pensait pas forcément, mais il y a quelques leaders religieux qui justement vont se réunir sur différentes religions pour le rapport à la nature, à la création, etc. Voilà, donc pour information, les ONG, elles peuvent s'exprimer à la COP s'il leur reste du temps et pour que ce qu'elles disent soit pris en considération dans les débats, il faut qu'un État membre endosse le statement qu'elles font dans leur prise de parole. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a souvent beaucoup de travail de couloir qui se fait en amont parce que les ONG vont essayer d'aller faire valider leur prise de parole en amont et elles vont essayer de faire passer des documents aux délégations pour leur demander d'intégrer certains aspects, etc. Pour que justement quand elles font des prises de parole, elles savent par qui elles vont être validées et soutenues. Pour tout ce qui est plus vue de l'intérieur pour les COP, là, je vous invite à aller voir plutôt Marius, du coup, le week-end prochain, pardon, qui vous fera un retour beaucoup plus détaillé que moi, vu que lui, il y a été et que c'était l'ancien jeune délégué. Nous, on organisera aussi un retour formel après la COP 16. Donc ça, vous le verrez sur nos réseaux sociaux, je pense. Mais voilà, moi, je vous ferai pas de slide typiquement sur ça. Je préfère le laisser à Marius qui vous dira des choses beaucoup plus précises. Donc le contexte de la COP 15 et ses conclusions. Donc je suis désolée, je vais peut-être, parce qu'on avait prévu 30 minutes de questions, je vais peut-être dépasser de 10 minutes. Je veux juste revenir rapidement sur les accords d'Aïki pour ensuite comprendre pourquoi l'accord de Kunming-Montréal a été un tel succès, en tout cas médiatique. Ça, c'est les objectifs d'Aïki. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est juste pour que vous voyez qu'il y a 20 objectifs, qu'il y a différents aussi thèmes d'objectifs. Notamment l'objectif 11 est intéressant parce qu'on voit qu'on était... voilà, qu'il y a quand même des objectifs qui ont été revus à la hausse avec la COP 15, parce que là, on parlait de 17% et 10%, alors que la COP 15 parle de 30% de protection. Et ces accords, pourquoi ils sont importants à avoir en tête? Pas tant pour leurs cibles, mais surtout par le fait qu'il n'y a eu aucune cible qui n'a été atteinte au niveau mondial. C'est-à-dire que certains pays l'ont atteint de manière personnelle et de manière individuelle, mais au niveau mondial, aucune cible qui avait été affichée là n'a été atteinte. Donc c'était vraiment pris comme un échec total. Les accords d'Aïki, justement, ont été beaucoup critiqués. Et notamment parce que le cadre de suivi n'avait pas du tout été assez développé et que tout ce qui est en rapport avec la mise en œuvre n'avait pas du tout été assez réfléchi et pas avec des financements qui y sont accordés proprement. C'est pour ça que c'est un gros enjeu pour la COP 15 et c'est pour ça que la COP 15 s'est un peu distinguée par cet aspect avec une focalisation sur l'aspect mise en œuvre, etc. et une rehausse des objectifs pour justement un petit peu casser cette mauvaise image qui était associée au COP biodiversité, dont on n'entendait d'ailleurs pratiquement pas parler jusqu'à la COP 15 à cause de l'échec des accords d'Aïki. Pardon, je passe trop vite. Les accords de Kunming-Montréal, donc ça, c'est les accords qui ont été négociés à la COP 15 en décembre 2022. Donc là, ils ont... Ah, pardon, j'ai un bug d'écran. Ça a négocié donc, le cadre mondial pour la biodiversité, que vous entendrez aussi sous le nom de Global Biodiversity Framework. Donc là, il y avait 23 cibles établies à l'horizon 2030. Si vous voulez aller les voir, je vous encourage à aller les voir. Celle à retenir, c'est bien sûr l'objectif 30 par 30 ou 30 by 30, qui implique une conservation de 30% des zones terrestres
des eaux intérieures et des eaux côtières et marines, et la restauration de 30% des écosystèmes dégradés. Pour une petite aparté, ça a été le dernier, l'objectif de restauration de 30% des écosystèmes dégradés, ça a été un aspect qui a essayé d'être mis en place au niveau européen, qui vient d'être adopté dans la loi sur la restauration de la nature et qui a été extrêmement débattu et extrêmement mis en danger par les groupes agricoles notamment. Oui, tous les gros lobbies agricoles qui se sont mis contre ça, et notamment sur la restauration des zones humides. Donc ça revêt des enjeux très intéressants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On pourra essayer de faire une formation ou un échange expressément sur ça. Un autre objectif, une cible très importante, c'est la réduction de moitié de l'introduction des espèces envahissantes et de la réduction des subventions préjudiciables à hauteur de 500 milliards de dollars par an. Donc voilà, c'est une cible quand même importante. Donc on a les 4 objectifs globaux qui organisent du coup le cadre mondial, qui sont axés sur la santé des écosystèmes et des espèces. Donc il est écrit notamment pour mettre fin à l'extinction d'origine anthropique de ces espèces, l'utilisation durable de la biodiversité, le partage équitable d'avantages qui fait référence au protocole de Nagoya, et donc la mise en œuvre et le financement pour combler le déficit de financement, bien sûr. Donc ce Global Biodiversity Framework, désolée pour la qualité, j'ai pas réussi à l'avoir de manière non floue, mais c'est pas pour le comprendre dans le détail, mais c'est aussi pour comprendre que justement ces cibles, elles fonctionnent aussi entre elles et que le succès de certaines cibles peut augmenter le succès d'autres, et que ce cadre mondial a été réfléchi justement avec des cibles interconnectées. C'était surtout à ça que permettait de comprendre ce schéma. Et justement, on a les 4 objectifs globaux. Donc le premier qui est surtout lié à la conservation, au fait de réduire les menaces. L'objectif B, donc de l'utilisation. Donc là, c'est pour ça qu'on va avoir agriculture, par exemple, ou tout ce qui est urbain. L'objectif C sur le partage. Donc ça, c'est le protocole, tout ce qui est lié au protocole de Nagoya. Et l'objectif D, donc de mise en œuvre, où là, il y a des aspects très, très importants et où tout n'a pas été totalement négocié encore. Et ça va l'être à la COP 16. Ensuite, pour résumer un petit peu les forces de ce cadre mondial, donc justement, ce meilleur mécanisme de mise en œuvre, mais où justement là, la COP 16 va être très importante parce qu'elle va négocier les derniers aspects et qui du coup étaient les plus techniques et les plus compliqués. Des stratégies sur l'intégration de la biodiversité dans les différents secteurs et sur les différents mécanismes de financement. Donc ça, c'est très important, le fait d'arriver à intégrer justement tous ces objectifs de biodiversité là où ils sont totalement absents, peut vraiment changer la donne sur l'atteinte de ces objectifs. Et bien sûr, ça intègre des préoccupations pour l'équité intergénérationnelle, la participation inclusive et les autres points que je vous ai mis là. Voilà, je vous laisse lire. Et donc, les faiblesses du Global Biodiversity Framework. Alors là, ça a été plusieurs points qui ont pu être soulevés par différentes ONG. Bien sûr, il y a encore certaines approches donc, qui sont critiquées pour être encore business as usual, avec un maintien du statu quo. Sur certains aspects du cadre. Donc, ce qui va être mis en avant, c'est que des fois, il y a de fausses solutions, donc avec des compensations et des crédits par rapport aux crédits de biodiversité qui ne vont parfois pas être assez efficaces, ou des solutions fondées sur nature qui ne vont pas avoir de garanties claires et qui ne vont pas être assez précisément décrites et cadrées. Où parfois il va y avoir une absence d'incitation à la transformation, donc urgente des secteurs, un absence d'appel fort pour réglementer les entreprises. Ça, c'est un aspect pas forcément soulevé par tout le monde, mais qui peut l'être. Un manque d'ambition sur les ressources financières, comme très souvent. Et le fait
qu'il y a une ouverture au programme de financement privé non réglementé qui ne respecterait pas forcément ces objectifs-là. Donc les enjeux donc, de cette COP 16. Ah oui, pardon, je voulais juste faire un point sur ça, c'est que ça permet aussi de souligner que les COP, elles ont leurs limites, que les négociations internationales ont leur, oui, enfin, ont leurs limites et peuvent rencontrer des critiques. Ça ne veut pas forcément dire que tout est mauvais, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, mais effectivement, ces discussions de zones d'ombre et de problèmes quand ça, par rapport à la mise en œuvre et à l'atteinte des objectifs est très importante à soulever. Et donc, c'est aussi très pertinent pour nous d'être au courant des points sur lesquels il faut qu'on porte une attention particulière. Donc, par rapport aux enjeux donc, de la COP 16, donc comme je vous l'ai dit, la COP 16, elle est là aussi pour discuter des points qui n'ont pas eu le temps d'être discutés à la COP 15, donc pour finaliser un petit peu le travail ébauché pendant la COP 15. Mais enfin, de manière plus précise, il y a un retour donc, qui est attendu des plans nationaux pour la stratégie sur la biodiversité. Alors ça, c'est la convention de 92 qui dit que chaque État doit en faire un et à la COP 15, il y a eu une demande de refaire et de mettre à jour ces plans nationaux pour la COP 16. Les pays du Sud, ou par exemple les pays les moins avancés, ont reçu des financements par le GEF, donc qui est le fonds dédié à la biodiversité, pour justement mettre à jour ces plans-là, parce que ça demande le paiement de consultants, des ateliers de concertation de la société civile, etc. Donc ça représente énormément d'argent. Mais ils ont reçu l'argent très tard, ce qui a conduit aussi, et ce qui explique le retard de la réception de ces plans. Alors aujourd'hui, j'ai pas vérifié à combien on en était, mais en tout cas, il en manque quand même beaucoup. Et ce qui pose un peu problème parce que la COP 16 devait justement faire un récapitulatif de si on était sur la bonne voie de l'atteinte des objectifs que le cadre avait adoptés. Et du coup, elle doit le faire avec des données qui vont être assez lacunaires. Mais je crois qu'à minima, il y a quand même une demande de venir avec au moins des grandes cibles générales s'ils ne peuvent pas apporter le plan précis. Donc l'adaptation au niveau national des cibles de ce cadre-là et de comment au niveau national ils comptent atteindre les cibles qui ont été adoptées pendant la COP 15. Sachant que ces adaptations au niveau national peuvent être aussi adaptées au contexte national. Tout le monde n'est pas obligé d'essayer de remplir toutes les cibles. S'ils ont des écosystèmes très particuliers dans leur pays ou une économie particulière où du coup il y a une cible qui est beaucoup plus importante, ils vont pouvoir justifier le fait qu'eux, ils vont se focaliser sur telle cible. Ensuite, donc, il y aura un cadrage des modalités et du processus du premier examen mondial des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce cadre mondial. Donc là, ça a été très inspiré de ce qui a été fait pour le climat avec le Global Stocktake. Et donc, ce cadre, enfin, et ce récapitulatif pour la biodiversité aura lieu donc à la COP 17 en 2026. Et je crois que c'est appelé la Global Review. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a vite besoin de ces plans et d'un début de mise en œuvre de ces plans pour pouvoir avoir une Global Review qui soit pertinente et adaptée au cadre mondial. Un autre enjeu très important donc, dont j'ai commencé à parler en amont, c'est l'opérationnalisation du cadre de suivi. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ce qui est gestion de projet, et cetera, mais le suivi, en fait, c'est juste de faire, de prévoir le fait de financer justement le suivi qu'il va y avoir sur des actions qui sont mises en œuvre. Ce qui est un peu fondamental quand on veut s'assurer qu'une action qui a été mise peut-être bien en place à un certain moment va avoir un suivi sur le long terme et va avoir du coup une plus grande pérennité.
Et donc, les parties doivent passer en revue les progrès effectués dans la mise en œuvre de ce cadre de suivi et doivent définir des indicateurs pour chacune des 23 cibles. Ces indicateurs ont déjà commencé à être discutés à la COP15 et les derniers qui restent à discuter seront discutés à la COP16. Les financements, alors là, il y avait eu des très gros... Parce qu'en fait, il existe donc le GEF, qui est le Fonds mondial pour la biodiversité et qui est censé financer tout ça. Et c'est le fonds par lequel passent justement les contributions des États et qui peut être redistribué. Et il y avait eu des débats pour le fait de créer un autre fonds, parce qu'il est très critiqué pour le fait que administrativement c'est beaucoup trop long, qu'il y a beaucoup trop de problématiques en fait pour accéder au fonds rapidement, etc. Et donc il y avait la demande de la part globalement des pays des Suds d'avoir un autre fonds qui soit accessible plus rapidement, qui soit moins compliqué en termes de redevabilité, donc en fait en termes administratifs, parce que du coup ils sont redevables à chaque fois de cet argent qui leur est confié. Et les critères de redevabilité sur ces types de projets sont très complexes. Et du coup, il y a eu un peu une solution d'entre-deux qui a été trouvée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveau fonds qui a été créé, mais il y a eu une branche interne au GEF qui a été créée pour ce fonds-là. Donc voilà, ça revêt pas mal de débats parce qu'au niveau du GEF, il n'y a pas une gouvernance très équitable et pour plein de critères très très précis que je peux développer dans les questions si vous le souhaitez après. Mais ça, du coup, ça va être discuté plus en amont à la COP16 parce que ça n'a pas été... il n'y a pas eu toutes les conclusions terminées à la COP15. Donc, un enjeu plus technique et plus précis, donc c'est par rapport au mécanisme de Nagoya, ce dont je vous parlais, où là, donc il y a la finalisation du mécanisme multilatéral sur ces accès et partage équitable donc, des ressources, et justement en particulier sur ce qu'on appelle les DSI, sur les séquences d'informations génétiques. C'est des discussions sur lesquelles l'Europe peut être un peu frileuse alors qu'elle peut être assez ambitieuse sur le reste, car il y a des parce que ça implique de très très grosses procédures pour des gains assez faibles du coup pour elle, et que c'est compliqué pour les instituts de recherche par exemple qui sont les acteurs principalement concernés par ce mécanisme-là, que c'est compliqué pour eux de faire toutes les déclarations, etc. Et donc, l'Europe est tenue par le lobby de ces instituts de recherche. Donc, c'est un aspect qui peut être un petit peu complexe à suivre et qui peut être complexe à négocier pendant la COP. Et c'est pour ça que c'est une des choses qui continuera de la COP 15, qui continuera d'être négociée à la COP 16. Voilà. Ensuite, je vous ai mis des enjeux thématiques pour sortir de ces enjeux techniques compliqués. Donc, ça, bien sûr, il y en a d'autres, mais moi, c'est ceux qui me semblent les plus importants et qui me semblent qui ont le plus le vent en poupe en ce moment. One Health, donc depuis le Covid. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers donc, de la notion, je vous ai mis un petit schéma et c'est un concept qui lie la santé de l'environnement, de l'humain et des espèces. Donc là, vous comprenez le lien avec le Covid et qui implique plein de choses. En fait, on peut le lier à toutes les problématiques de cohabitation entre certaines espèces sauvages et certaines communautés locales, avec le fait qu'il y a une urbanisation qui prend de la place sur des terrains sauvages et donc plus de contact entre espèces sauvages et humains qui créent des maladies. Donc tous ces problèmes de cohabitation peuvent être liés au concept de One Health. Aussi tous les problèmes de crimes et de crimes environnementaux et de trafic d'espèces sauvages, quand on va avoir des trafics illégaux et de commerce d'espèces sauvages dans le monde qui vont conduire à des maladies ou à des bactéries, etc. Ça aussi, forcément, c'est lié au concept de One Health. Donc, c'est vraiment un concept qui revêt plein de choses et qui est très intéressant et qui sera vraiment une des thématiques principales de cette COP. Bien sûr, l'océan et tout ce qui est enjeu de biologie marine avec l'UNOC qui arrive à Nice en juin 2025 et
l'océan est un sujet important, notamment après le traité sur la haute mer, qui a été adopté donc il y a quelques mois maintenant. Et ensuite, tout ce qui est enjeu agricole et sur les pollinisateurs. Alors, l'agriculture, c'est pas sûr. Je ne sais pas à quel point il va être traité et à quel point il va être important, parce qu'il y a de très gros lobbies aussi là par rapport au bœuf, au soja, notamment dans les pays des Suds. Donc, voilà, c'est un enjeu compliqué. Je ne sais pas à quel point il va être mis en avant. Voilà, je vois qu'il est déjà 42, mais du coup, ça, c'était juste pour faire un petit focus sur les NBSAPS, donc qui sont justement ces plans nationaux sur la biodiversité. Donc voilà, la CBD donc de 92 en parle à l'article 6 si vous voulez les détails. Et donc, il s'agit d'élaborer des stratégies, des plans ou des programmes nationaux pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Et donc, en B, de les intégrer dans la mesure du possible, la conservation et l'utilisation durable de cette diversité dans les plans, programmes et politiques sectorielles ou intersectorielles pertinents. Ça, je l'ai mis en gras parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'enjeu, c'est le fait d'intégrer tous ces objectifs et intégrer de la biodiversité dans tous les secteurs et dans toutes les politiques sectorielles dans lesquelles elle n'y serait pas encore intégrée. Donc voilà, c'est un instrument de planification qui reflète la manière dont le pays entend atteindre les objectifs de la Convention au niveau national. C'est pour ça que c'est très important pour nous et que c'est un sujet qu'on va suivre, je pense, en particulier. Et là, donc, ça reprend la décision du cadre de Kunming-Montréal, alors que la slide d'avant reprenait donc ce qui était indiqué dans la Convention de 92. Et là, donc du coup, enfin voilà, il y a le fait que il y avait la demande de les soumettre avant la 6e réunion de la COP, et le fait de communiquer des objectifs nationaux si les pays ne pouvaient pas soumettre des plans complets, et que justement, elle encourageait les parties à adopter des NBSAPS révisés ou mis à jour en tant qu'instrument politique et ou juridique. Voilà, alors je vais finir sur ça. On avait une petite question pour vous. Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Est-ce que vous savez ce que représente la fleur du logo de la COP16? Vous pouvez aussi prendre la parole, parce que là, j'ai parlé pendant très longtemps toute seule. Et quel est le slogan de cette COP16? Même les Jacks, vous pouvez répondre si vous voulez, à part Edwige. Juste pour information, l'enregistrement est encore en cours. Donc, dites-moi quand vous voulez que je l'arrête. Si vous avez envie de répondre et de ne pas être enregistré, je peux arrêter l'enregistrement. Faites-le juste savoir dans le chat, juste avant de prendre la parole. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, Luc. La fleur, du coup, c'est la fleur éternelle d'Inirida. Et du coup, le slogan, c'est bien la paix avec la nature. Et c'était pour accentuer le fait de réunir l'homme et la nature. Et je crois que c'est très original parce que c'est une des premières fois que la COP prend en logo une fleur et pas un animal. Euh, Ce qui est important parce que ça rappelle que la biodiversité ne se résume pas aux espèces animales. Donc voilà, c'était une très belle fleur et slogan à avoir en tête. C'était pour les rapports qu'on a utilisés. Et si vous avez des questions ou des avis d'ailleurs. Du coup, j'arrête la vidéo si ça vous va, enfin l'enregistrement.